Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, seconde partie donc de la colle du lundi sur les mouvements dans les champs de force centrale conservatifs. Ici, un exercice plutôt rigolo dans le sens où l'énoncé tient en une ligne. On nous dit d'évaluer le rayon d'une planète tel qu'en sautant à pieds joints depuis sa surface, on puisse échapper à la pesanteur de celle-ci. Point. Et il faut se débrouiller. Donc là, il va falloir tout modéliser de A à Z. Donc, ce qui se cache derrière cette question, si on réfléchit 2 secondes, c'est une question de vitesse de libération. En effet, si on veut échapper à la pesanteur, échapper à l'attraction d'une planète, il faut pouvoir se libérer de son attraction. Et on sait que la vitesse minimale permettant à un système d'échapper à l'attraction d'un astre, c'est une vitesse de libération. Donc là, soit on connaît déjà le résultat sur la vitesse de libération, soit on le retrouve. En tout cas, on sait qu'on devra étudier comme système donc un humain de centre de gravité m de masse m. Le référentiel sera le référentiel de l'astre supposé galiléen. Et dans ce référentiel, on va avoir une seule force qui va s'exercer, F qui vaudra moins G masse de l'astre fois masse de l'être humain sur R carré ER. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de dire que le système évolue, point M, dans une base, et on va choisir ici une base polaire, ER, Eθ, associée au mouvement. Ok, alors, donc ici, on sait que la force qui s'exerce est une force conservative. Donc, la conservation de l'énergie mécanique va être vérifiée. Donc, si la conservation de l'énergie mécanique est vérifiée, ça veut dire que l'énergie mécanique du système vaut toujours la moitié de m fois v au carré, moins g, masse de l'astre, fois masse du sauteur, sur r. Alors, si on veut que r puisse tendre vers l'infini, il faut que l'énergie cinétique soit toujours positive ou nulle. Ça, par définition de l'énergie cinétique. Donc si on veut que R puisse tendre vers l'infini, il faut que l'énergie mécanique soit au moins nulle. Donc ici, on sait qu'on va pouvoir échapper à l'attraction de la planète à condition d'avoir une énergie mécanique au moins nulle, c'est-à-dire à condition que EM soit supérieur ou égal à 0. Ceci va imposer que 1 demi de m V1 au carré, je vais appeler V1 la vitesse de décollage, moins G MA M sur R, alors ici pas n'importe quel R, sur grand R, le rayon de la planète, nous donne 0. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'énergie mécanique doit être au moins nulle à l'infini pour que j'ai une configuration où le point M échappe à l'attraction de l'astre. Je prends le cas où l'énergie mécanique est nulle, valeur d'énergie mécanique minimale, et je dis que cette énergie mécanique, c'est aussi l'énergie mécanique
au moment du décollage, donc au moment où la vitesse vaut V1, lorsque petit r vaut grand R. Donc la vitesse vaut V1 au moment où le point M part de la surface de la planète. Donc ici, je vais obtenir la vitesse de libération de l'astre qui vaudra eh bien, racine de 2. Vous voyez que les petits m vont se simplifier. Fois racine de grand G fois masse de l'astre sur R. Alors, ce que je veux, c'est déterminer grand R. Le problème que je vais avoir ici, c'est que pour l'instant, je ne connais pas ni la masse de l'astre, ni la vitesse de libération. Alors la masse de l'astre, comment est-ce que je peux tenter de m'en débarrasser? Je sais que la masse de l'astre, c'est la masse volumique de l'astre fois son volume. Donc masse volumique de l'astre fois 4 tiers de pi fois le rayon de l'astre à la puissance 3. Donc ici, je vais pouvoir réécrire la vitesse de libération, le lien entre vitesse de libération et rayon, sous la forme V1 qui vaudra racine de 2 fois racine de G fois MA, donc G fois 4 ρ A fois pi fois le rayon au carré. Le tout divisé par 3. Donc là, j'obtiens la définition du lien entre la vitesse de libération et le rayon de l'astre. Le problème ici, c'est que je ne connais ni V1, ni la masse volumique de l'astre. Donc, il va me rester à déterminer ces deux grandeurs. Alors, pour ce qui est de V1, la vitesse de décollage, je vais me servir d'une hypothèse. L'hypothèse, c'est que la vitesse de décollage que je vais avoir sur la planète, ça va être la même que la vitesse de décollage que j'aurai sur Terre. C'est-à-dire que finalement, l'énergie cinétique dégagée par l'action des muscles est la même sur Terre et sur l'astéroïde. Alors, sachant ceci, je sais que sur Terre, en sautant à pieds joints, j'atteins une hauteur d'à peu près 1 mètre. Donc sur Terre, je vais aussi étudier un problème conservatif, tel que EM vaut la moitié de la masse fois la vitesse au carré, plus mgz dans le champ de pesanteur terrestre. Donc là, en gros, je prends un axe des z vertical ascendant. Je repère le sol ici, le niveau du sol à ce niveau-là, et donc je vais dire que si je saute avec une certaine vitesse depuis le sol, je vais atteindre une certaine altitude. Donc là, sur Terre, je sais que en sautant avec le maximum d'énergie cinétique dégagée, je vais sauter à une hauteur d'environ 1 mètre. Bon, on le fait à la louche. Hein. La détente sèche d'un être humain est inférieure à ceci, mais bon, en moyenne. Mais bon, disons 1 mètre, l'ordre de grandeur est correct. Voilà. Ne préjugeons pas du niveau en sport des uns et des autres. Alors, ici, donc au moment du décollage, je vais avoir EM qui vaut uniquement la moitié de M fois V1 au carré. Lorsque l'altitude max est atteinte,
La vitesse s'annule, et je vais avoir EM qui vaudra mgh. Donc, d'après ces deux valeurs d'énergie mécanique, je sais ici que V1 au carré vaudra 2 fois G fois H. Donc j'ai V1 au carré qui vaut 2 fois G fois H, et j'ai précédemment V1 au carré, alors je peux tout laisser au carré, hein, ce sera plus simple, qui vaudra 2 fois, alors hop, 2 fois grand G fois 4 fois ρ A fois pi fois R carré sur 3. Alors, vous voyez, là j'ai laissé les facteurs 2 devant volontairement. Comme ça, je peux directement chanter le facteur 2 ici, le facteur 2 ici. Alors, maintenant que j'ai obtenu ce résultat, eh bien, je vais essayer de régler le problème de la masse volumique. Alors, je vais partir d'une hypothèse simplificatrice ici. Je vais dire que la masse volumique de l'astre que j'étudie vaut à peu près la masse volumique de la Terre. Donc ça veut dire en gros qu'en termes de composition, les deux sont voisins. Bon, de base, ça ne semble pas délirant dans la mesure où la plupart des masses volumiques sont de toute façon comprises pour les corps condensés entre 1 et 10 kg par mètre cube. Allez, 10 kg par décimètre cube. 1 et 10 tonnes par mètre cube. Donc ici, je vais pouvoir tenter maintenant de me débarrasser de petit g qui est ici, en faisant intervenir la masse volumique de la Terre. Autrement dit, en faisant intervenir la masse de la Terre. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'une chose, de me rappeler de ce qu'est la définition du poids. Et le poids, P égale mg, bien je me rappelle que c'est une forme simplifiée de la force d'attraction gravitationnelle lorsqu'un corps est au voisinage de la Terre. Donc ici, je vais avoir moins gm fois la masse de la Terre sur rayon de la Terre au carré, ER. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que G vaut moins grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré sur ER. Connaissant ceci, eh bien je vais pouvoir remplacer en valeur absolue G par cette grandeur prise positivement, et donc je vais obtenir le fait que grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré vaut grand G fois la masse volumique de l'astre fois 4pi fois R au carré sur 3. La masse de la Terre, on sait que ce sera 4 tiers de pi fois le rayon de la Terre au cube fois la masse volumique de la Terre. Et donc, en utilisant cette égalité, eh bien, je vais pouvoir déterminer le rayon. Alors, ici, je vais reporter l'expression d'avant. Donc, je vais avoir grand G qui va se simplifier directement. Ensuite, je vais avoir les 4 tiers de pi des deux côtés qui vont se simplifier. Les masses volumiques qui vont se simplifier. J'ai oublié quelque chose ici. J'ai oublié H. J'ai oublié H de ce côté-là. Hop.
Et donc ici, je vais avoir finalement les rayons de la Terre au cube sur rayons de la Terre au carré. Donc au final, je vais obtenir, alors je refais le détail du calcul, je suis peut-être allé un peu vite en besogne, alors h fois 4 tiers de pi fois g fois masse volumique de la Terre fois rayon de la Terre au cube sur rayon de la Terre au carré, donc fois rayon de la Terre, qui vaudra 4 tiers de pi fois masse volumique de l'astre fois le rayon de l'astre au cube sur rayon de l'astre, donc rayon de l'astre au carré, fois grand G. Donc si on regarde les simplifications, grand G des deux côtés, ça se simplifie. 4 tiers de pi des deux côtés, on simplifie également. Les masses volumiques par hypothèse, donc si on dit que la masse volumique de l'astre vaut la masse volumique de la Terre, on simplifie. En ordre de grandeur, en tout cas, ce sera correct. Et il va donc venir que H fois RT vaut le rayon au carré de la planète, entre guillemets, qui nous intéresse. Donc autrement dit, le rayon vaut la racine carrée de la hauteur de saut fois le rayon de la Terre. Hauteur de saut sur Terre fois rayon de la Terre. Donc ici, on voit un résultat assez amusant parce que très simple. Et on voit que dimensionnellement, c'est correct. Une distance vaut la racine carrée d'une distance au carré. On voit que le rayon d'un astéroïde qui permet d'échapper à son attraction en sautant à pieds joints, c'est la racine carrée du rayon de la Terre fois la hauteur de saut que l'on aurait sur Terre. Donc évidemment, plus on saute haut sur Terre, plus ce rayon sera fort. C'est complètement stupide. Et donc, ici, on obtient le rayon qui vaut racine de h, on a dit 1 mètre, fois rayon de la Terre, ordre de grandeur à connaître, 6400 km. Donc, le rayon, là, à la louche, qu'est-ce qu'il va valoir? 1 fois 6400, on peut dire, et donc 6,4, donc racine de 6,4 fois 10 puissance 6, donc racine de 6,4 fois 10 puissance 3 mètres. Donc, un rayon qui sera de l'ordre du kilomètre. Donc ici, si on veut pouvoir échapper à l'attraction d'un astre en sautant à pieds joints, il faut que cet astre ait un rayon de l'ordre du kilomètre. Tout simplement. Donc voilà finalement ce qu'on peut dire sur cet exercice. Donc vous voyez, derrière une seule phrase, il se cache donc une détermination de la vitesse de libération. Donc ça, on peut dire que c'est une question de cours simple. Donc là, il faut comprendre qu'on nous pose déjà cette question de cours. Derrière, il faut comprendre que l'énergie cinétique est la même que l'on saute depuis la surface de l'astre ou depuis la surface de la Terre. C'est-à-dire que finalement, si on est en train de sauter ici, eh bien sur l'astre, on va partir vers l'infini et l'au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, là où sur Terre, on retombera sur cette bonne vieille Terre, n'est-ce pas? Et donc, ici, l'énergie cinétique dégagée est la même. Ensuite, il faut avoir une idée. Alors là, bon, cette idée, elle peut être amenée par l'examinateur au cours de la discussion. Le fait que les deux masses volumiques sont voisines. Alors derrière, ce à quoi il faut penser, donc c'est le résultat de cours, que le poids est une forme simplifiée de l'attraction gravitationnelle au voisinage de la Terre. Donc ici, c'est valable quand la distance entre un corps et le centre de la Terre vaut à peu près le rayon de la Terre.
Alors vous allez voir l'année prochaine que le poids prend en compte en plus quelques termes correctifs qui vont modifier un petit peu la valeur numérique. Donc voilà pour cet exercice, donc retenez ici l'ordre de grandeur du kilomètre pour un astéroïde dont on échappe à l'attraction en sautant un piégeon. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vais vous dire la suite au prochain épisode.